messieurs, bonjour à tous. Imaginez que nous sommes à bord du MS Hambourg. Depuis plusieurs jours, nous avons soit allongé vers le nord les côtes norvégiennes, ou alors on revient d'un archipel plus septentrional, l'archipel qu'on appelle le Spitsberg. On approche donc de cette région de la péninsule scandinave, la plus au nord, elle s'appelle le Finnmark. Et c'est dans ce contexte géographique que j'ai le plaisir aujourd'hui de vous parler d'un peuple qui est, on va dire, souvent méconnu, qui est mal compris. Ce peuple, il s'appelle c'est le peuple des Samis. Alors ça commence mal parce que ce nom de Sami, oui, ici sur le titre, j'ai utilisé deux i, on pourrait l'écrire is si on le francisait un petit peu. Ce terme de Sami, il n'est pas très usité, on lui préfère encore le nom de Lapon. Et alors, c'est pas sans raison, parce que ce terme qui donc a été changé, si les Samis eux-mêmes préfèrent évidemment qu'on les appelle les Samis, c'est parce que le terme de Lapon est un terme péjoratif. Ce terme voulait dire quelqu'un qui était mal habillé, qui était déguenillé. Et ce terme donc s'est longtemps imposé. Il s'est imposé parce que c'était l'identité des Samis qui était l'objet, on va dire, d'une certaine ignorance, qui était l'objet d'un rejet de la part des États de la région et pas seulement de la Norvège. Par ailleurs, ce groupe de quelques dizaines de milliers d'individus qu'on appelait depuis Oslo, souvent d'ailleurs avec une certaine condescendance, les Norvégiens du Nord, eh bien, ils ont aussi subi longtemps ce qu'on a appelé la politique de la norvégianisation, qui tendait cette politique à les assimiler dans le reste de la population norvégienne. L'État-providence qui s'est mis en place à la fin de la Seconde Guerre mondiale ne va pas écouter davantage les revendications qui deviennent de plus en plus importantes de ces Samis qui réclament leur droit à vivre en tant que population autochtone. Et c'est à travers la culture donc on dit samé, cette culture va leur permettre d'atteindre cette reconnaissance, une reconnaissance qui va être institutionnalisée, qui va être inscrite dans la constitution norvégienne, alors si on s'intéresse plus à la pérennité économique de leur organisation sociale, celle-là, on va dire qu'elle reste peut-être encore à prouver, puisque cette région du nord de la Norvège, elle est toujours dans une forme de dépendance par rapport au reste du pays et surtout par rapport, évidemment, à l'État, c'est-à-dire à la puissance qui est représentée à Oslo. Alors, je vous demande si votre micro n'est pas encore coupé, de faire attention et d'éviter de parler trop près de ce micro. Alors, le peuple Sami a déjà une certaine originalité, puisque par rapport aux autres peuples européens, il est le seul à vivre, on va dire dans sa grande majorité, son écrasante majorité, au nord du cercle polaire arctique. Un peuple qui a été caractérisé par ce qu'on appelait la culture du renne, R-E-2-N-E-S, avec au pluriel, mais j'aurai l'occasion de revenir là-dessus, bien sûr. Un peuple qui va s'étendre sur un territoire fait de montagnes, mais aussi de plaines littorales. Alors, les plaines littorales, c'est celle de l'océan glacial arctique, dans des conditions climatiques très dures, difficiles, en plein désert de glace, de neige, avec, vous savez, des jours de 24 heures lorsqu'on a la chance d'y être l'été, et puis des nuits de 24 heures lorsqu'on y est l'hiver. Alors, si la localisation est facile, ce qui est beaucoup moins facile, c'est de connaître l'origine de ces Samis. Il y a des hypothèses qui ont été avancées. On a parlé de paléo-européens, donc des premiers Européens qui auraient été refoulés vers le nord avec l'arrivée des Finnois. Leur langue, d'ailleurs, laisse à penser qu'ils ont été en contact avec la culture finno-ougrienne, parce que la langue des Samis, cette langue appartient à une grande famille qui est la famille finno-ougrienne, donc dans laquelle on trouve le finnois, on va trouver également l'estonien, on va trouver également, une parenté un peu plus éloignée, le hongrois. Voilà ici cette branche des langues finno-ougriennes, et vous voyez ici les Samis, donc une séparation, mais voilà, quand même un contact. Et puis, les premières traces de peuplement dans cette région remontent à l'âge de pierre, c'est-à-dire à peu près il y a 10 000 ans. On sait qu'il y a un peuple de pêcheurs, de chasseurs, d'éleveurs qui est très tôt connu, qui va être très tôt connu aussi quand d'autres peuplades vont arriver, sans doute d'origine germanique, par le sud. Et puis certains traits positifs, comme leur savoir, on sait qu'ils savent construire des bateaux, mais aussi très vite on va les accuser d'aspects plus négatifs, on va les accuser de sorcellerie, et ça on va
faire ça pendant des siècles. Cette sorcellerie, en tout cas cette accusation de sorcellerie, leur vaudra bien sûr des siècles de persécution et de mépris. Alors ce mépris, outre la différence culturelle, j'aborderai aussi dans un instant, elle prend ses racines bien, dans l'aspect transfrontalier des Samis. Ces Samis qui n'ont pas d'attache nationale, qui ne respectent pas ce qu'on appelle, ce que sont les lignes imaginaires, que sont les frontières nationales. Et ce peuple Sami, bien, il va subir au contraire les pressions des différents groupes majoritaires auxquels appartient ce territoire, donc le Sapmi. Alors on peut trouver aussi, vous voyez la version avec un B, Sapmi. Ce Sapmi, donc, qui est le territoire des Samis. Ce Sapmi qui va être finalement, au fil du temps, divisé en 4 nations qui, dès l'époque moderne jusqu'au XXe siècle, vont affermir ces nations, elles vont affermir leur identité et elles le font souvent, généralement d'ailleurs, en écrasant celle de leurs minorités respectives. Ces 4 États, en commençant par l'Est, il y a bien sûr ce qu'on a appelé d'abord l'Empire russe, puis l'URSS, enfin la Russie actuelle. On a également, alors vous voyez que c'est cette partie-là qui fait partie de la Russie actuelle, et en particulier, ici, c'est la presqu'île de Kola, dans laquelle vivraient de nos jours entre à peu près 1000, peut-être 2000 Samis. Et puis on a, vous voyez, cette partie grisée au nord, donc c'est le nord de la Finlande, où on compte à peu près le double des Samis donc de Russie, un peu plus de 2000, peut-être 4000 individus. La Suède, qui a aussi là un vaste territoire sur lequel on peut trouver des Samis. Alors là, on monterait jusqu'à entre 6 000 à 10 000 habitants, 6 000 à 10 000 Samis sur la Suède. Et l'écrasante majorité des Samis se trouve justement sur le territoire norvégien. Alors là, le chiffre, vous allez voir, il est assez étonnant parce qu'il varie de 30 à 60 000, du simple au double. Le problème, c'est le recensement. Déterminer qui est Sami, je vous l'expliquerai un peu plus tard, mais ça explique bien cette fourchette très, très grande de la population, de connaître effectivement le chiffre exact de cette population Sami. Alors, outre le fait qu'ils vivent, on va dire, dans 4 pays différents et donc sous des statuts, ma foi, très différents, les Samis, encore de nos jours, les Samis se répartissent traditionnellement en 3 groupes. On a ce qu'on a appelé longtemps le groupe des Samis des montagnes. Alors, ce sont les plus nomades, éleveurs de rennes, parmi donc les plus fidèles à leur culture et à leur mode de vie. On a également le groupe des Samis de la forêt, alors surtout des pêcheurs, principalement on va les trouver dans les parties finlandaises, russes et suédoises. Ils ont été beaucoup sédentarisés, ils se sont donc adonnés à ce moment-là à l'agriculture, à un élevage plus sédentaire, et en particulier pour ceux qui étaient en Russie, ils ont subi la collectivisation soviétique, dont, on va dire, les schémas productivistes étaient quand même très très loin d'autoriser le nomadisme. Donc là, il y a eu un clash et persécution très importante. Et puis le dernier groupe, c'est les Samis du littoral arctique, évidemment des descendants d'éleveurs de rennes, davantage convertis à la pêche, qui ont eu, ils ont eu le niveau de vie, on va dire, le plus bas, avant de connaître un essor considérable, parce que rattachés, bien sûr, à la nation norvégienne, ils bénéficient de nos jours de l'aisance économique de la Norvège. Alors, avec ces 3 groupes, correspondent aussi 3 langues samées, qui, d'un point de vue numérique, on va dire qu'elles s'imposent, même si au total, on pourrait aller jusqu'à compter jusqu'à 9 langues samées différentes, mais parmi lesquelles il y a donc 3 dialectes majoritaires. Vous avez le groupe le plus important, le plus grand nombre de locuteurs, donc plus de 30 000. On estime qu'il y en a seulement un tiers qui a réellement cette langue en tant que langue maternelle, mais donc c'est le groupe du Nord, des Samis du Nord, de cette langue du Nord. Et puis après, donc, on a vraiment une diminution très, très importante et il y a même des dialectes samais qui sont, on sait déjà, condamnés à complètement disparaître. De cette langue samé, vous connaissez quelques notions. Par exemple, le mot toundra, ça serait un mot d'origine samé. Il faut dire aussi que dans cette langue, il y a de nombreux mots, de nombreuses notions pour parler de la neige. On pense qu'il y a à peu près une centaine de mots différents pour
évoquer la neige. Il y aurait même jusqu'à 400 mots pour parler du renne, sous ses différentes formes. Par contre, aucun mot, aucun langage pour parler justement de l'agriculture. Et puis un mot encore qui est quelque chose de tout à fait étranger à cette langue, c'est le mot de guerre, de conflit. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas dans leur langage. Alors les Samis, en une génération, il faut dire, vont passer d'un mode de vie, on dira, ancestral, basé sur la seule exploitation des maigres ressources de leur environnement, à un mode de vie qu'on qualifie d'occidental, parfois même de civilisation moderne, mais les Samis étaient aussi, vous voyez, donc ce changement, là on voit encore cette image où c'est une jeune femme qui fait une course, mais on voit un traîneau tracté par un renne, alors que là, eh bien, voilà, elle a un skidoo, elle est passée donc à ce qu'on appelle la civilisation du moteur aussi. Alors, les Samis étaient quand même en contact depuis des siècles avec les peuples occidentaux, des contacts pas toujours faciles, qui vont donner lieu justement à beaucoup d'incompréhension. Et on peut faire monter très loin cette connaissance de la présence d'un peuple différent, puisqu'on a dans l'Antiquité déjà des auteurs qui évoquent sur l'île de Scandie la présence de deux peuples très différents, et notamment d'un peuple qu'ils ont nommé les Scritifinoi, c'est-à-dire ceux qui marchent sur la neige, qui apparemment déjà sont connus pour ne pas boire d'alcool et qui ne se nourrissent pas davantage de la nourriture de la terre, c'est-à-dire qui ne sont pas des cultivateurs. Donc déjà une connaissance très ancienne. Mais les problèmes principaux vont surtout apparaître au moment, lorsqu'on va voir l'évangélisation se mettre en place sur la Scandinavie. Le christianisme, venu par le sud, va toujours repousser plus au nord les limites de son influence, de sa domination, une christianisation qui est encadrée, qui est voulue également par volonté politique, celle de petits roitelets, de princes qui veulent là aussi, grâce à l'appui de l'Église, mettre sous contrôle ces territoires. Donc, ils voient leur intérêt économique, puisqu'on va très vite comprendre, en particulier sur le littoral norvégien, qu'il y a des richesses, des zones de pêche par exemple, et donc qui dit richesse, dit aussi impôt, une imposition à mettre en place. Voilà, tout ça se met en place et on va dire qu'à la fois le contrôle religieux et politique va faire que les Samis vont, par moment de leur histoire, devoir régler des impôts à différentes puissances, à différents dominants des territoires qu'ils fréquentent, payer un impôt à différents maîtres. Alors on va, avec la mise en place des frontières, notamment à partir de la fin de la deuxième moitié du XXe siècle, notamment entre la Suède et la Finlande par exemple, on va voir se mettre en place ce qu'on a appelé le codicille Lapon. Et ce codicille Lapon, justement prévoit ce qu'on appelle le droit de paccage, c'est-à-dire la possibilité pour les troupeaux des Samis de passer la frontière et justement de ne pas avoir à régler différents impôts d'un État à l'autre. Donc déjà une sorte de première reconnaissance économique. Les Samis ont été organisés longtemps sous un système qu'on a appelé le Siida, vous voyez, avec deux I, Siida, une sorte de groupement de plusieurs familles, alors qui était finalement assez adapté à la vie nomade, les membres de la famille gardant ensemble leur richesse commune, c'est-à-dire les troupeaux de rennes, et ils géraient ensemble cette richesse. Le renne est évidemment au cœur de leur subsistance. Cette viande, la viande de cet animal, une fois salée, quand on a du sel, séchée, quand c'est plus facile encore. Cette viande, elle convient parfaitement à leurs activités de transhumance. Vous voyez ici d'ailleurs une photo, on voit une Sami contemporaine en train de manger justement cette viande séchée. L'alimentation des Samis était complétée aussi par la pêche, par la consommation de graisse de phoque, par la consommation d'oiseaux, et d'oiseaux en particulier. On pense que le scorbut leur était assez inconnu parce qu'ils consommaient aussi des herbes, des variétés d'oseille, des baies polaires, parce qu'ils les protégeaient de manque de vitamines. C'est aussi une économie d'autosuffisance où tous les membres de la famille travaillaient, chacun alors a des tâches spécifiques. Et on pense qu'ils donnaient aux enfants très très vite, et ils intégraient les enfants dans cette société de façon très précoce, en leur donnant justement des connaissances de leur environnement liées à la nature, et puis surtout des connaissances qui leur servaient à survivre. Et dès leur plus jeune âge, ces enfants
devaient acquérir des responsabilités, avec d'ailleurs une assez étonnante différenciation. L'aîné des enfants allait recevoir les connaissances pour exercer des responsabilités parentales, à charge pour lui, très vite, dès son adolescence, et bien de quasiment perpétuer l'organisation sociale, c'est-à-dire de se marier, d'avoir, en tout cas, voilà, d'avoir une union et déjà de pouvoir faire des enfants. Il obtient, ça c'est donc l'aîné de la famille, donc en charge finalement de permettre de poursuivre l'organisation sociale grâce à la démographie. Et puis, aux plus jeunes des enfants, eh bien, on allait donner aux plus jeunes des enfants l'héritage. C'est-à-dire qu'on allait donner les quelques biens, on allait donner le troupeau, quelques biens matériels, et surtout aux plus jeunes des enfants, l'obligation de subvenir aux besoins vieillissants de ses parents. Donc une différenciation, c'est un droit d'aînesse complètement inversé. Ces CIDA, donc de plusieurs familles, n'étaient pas forcément pérennes. D'une saison à l'autre, leur composition pouvait évoluer. Mais elles étaient, ces organisations, ces groupes, ces CIDA, ils étaient sous la domination, sous le contrôle d'un maître, un maître qu'on appelle le noyade, et ou CIDA icite, c'est-à-dire celui qui sait. Et ce noyade, eh bien, il faut l'imaginer comme, il faut le comprendre, comme une sorte de guide avec une force intellectuelle, spirituelle, un guide qui devait apporter les réponses aux questions d'ordre moral. Il était chargé lui aussi de surveiller le respect des ressources naturelles. Il était là pour partager, par exemple, les butins de la chasse à travers les différents membres du groupe. Il était également là comme une sorte de conseiller social, un guérisseur qui avait recours à la médecine traditionnelle avec alors l'utilisation d'une pharmacopée, celle qu'ils pouvaient, celle qu'ils avaient sous la main, donc des extraits issus d'animaux, d'herbes, de plantes. Il jouait un rôle, on appelle dans d'autres situations le rôle du chaman, donc une sorte d'intermédiaire entre un médiateur entre le monde des hommes et celui des esprits. Et pour cela, il avait l'instrument que vous avez sous les yeux. Alors l'un est l'issue d'une caricature faite par les Norvégiens du Sud, les méridionaux de la Norvège, donc l'autre peuple qui vit en Norvège. Une caricature qui, on va dire, surreprésente la taille de justement cet instrument qui est très important. Et vous avez justement là aussi ce tambour, là davantage dans une taille réelle. Donc c'est la taille d'un tronc de bouleau. Donc c'est pas évidemment c'est plus petit que l'image, la caricature que vous avez à la gauche de l'image. Alors, cet instrument, donc on appelle ça un runebone, de tambour, un tambour donc fait dans un tronc de bouleau couvert d'une peau, bien sûr c'est une peau de renne, et puis sur lequel on va, cette peau est tannée, on va donc peindre des symboles cosmiques comme le soleil. Alors vous voyez ici représenté d'ailleurs au centre de l'image. Le soleil, c'est avec une encre qui est faite d'un mélange de salive et de sève d'aulne. Le chaman se servait aussi de ce qu'on appelait la musique traditionnelle. Alors, c'est le joik, la musique traditionnelle, et cette musique qui est très répétitive, qui permet d'entrer en transe, et bien justement permettait d'entrer en communication avec les esprits lors justement de cérémonies de transe. Le tambour magique du chaman était aussi important. Il faut faire un parallèle, par exemple, avec l'autel de l'église pour un prêtre. Ce tambour, il permettait de dire l'avenir si le chaman savait écouter le rudimode, s'il savait écouter le tambour. Ces pratiques participaient également au savoir médical. Et encore aujourd'hui, on essaye, notamment à l'Université de Tromsø, d'essayer de récupérer ce savoir des Samis à travers donc, la musique, ce qu'on appelle la musicothérapie, pour voir si on peut l'appliquer, si on peut avoir un soutien psychologique d'une médecine plus scientifique. L'animisme était, jusqu'à la domination du christianisme, la religion des Samis, un animisme qui avait un panthéon très complexe, très riche. Je vous parlais du dieu du soleil, ce sont des dieux personnifiés. Donc il y avait le dieu de l'homme-vent, le dieu de l'homme de la fertilité, le dieu de la maladie. Voilà, donc c'est un panthéon, je disais, assez riche. Cette religion des Samis, où la nature avait une âme, est faite de croyances assez nombreuses, des croyances qui sont liées à l'environnement, à leur environnement, un environnement qu'ils
tentait, comme on fait souvent d'ailleurs à travers toutes les mythologies, eh bien, on essaie de comprendre l'environnement, ce qui vous entoure. Et pour les Samis, il y avait pas mal de choses à essayer de comprendre. Voilà, je vous rappelle qu'il y a dans cet environnement, eh bien, ils bénéficient des aurores boréales. Qu'est-ce que c'est que cette lumière qui, comme ça, déchire la nuit absolue des longues nuits d'hiver? Qu'est-ce que c'est que sont ces aurores boréales? Eh bien, pour les Samis, ils vont interpréter ces aurores boréales comme une manifestation, celle de retour d'un esprit, c'est l'esprit du renard qui s'incarne comme ça dans cette lumière, dans cette luminescence donc de la nuit polaire. Il y avait d'autres croyances, par exemple, il y a des interdits alimentaires. Il était interdit bien de consommer, par exemple pour les femmes n'avaient pas le droit de consommer de la viande d'ours. Elles n'avaient pas le droit de préparer, alors toucher du tout à cette viande, c'était vraiment une viande qui était préparée seulement par les hommes. Elles devaient également, eh bien, on ne devait pas boire directement l'eau de la rivière, utiliser les eaux des oiseaux qui sont des eaux poreux, donc on pouvait comme cela boire l'eau de la rivière. Donc des interdits, des ensembles d'interdits. Vous voyez par exemple, lorsqu'on avait consommé la viande d'ours, eh bien, l'animal qu'on respectait énormément, les os devaient être rassemblés et puis on lui donnait une sorte de sépulture. Alors, parmi les éléments très importants de cette culture Sami, il y avait également l'habitat, qui est bien sûr lié à un nomadisme. Alors, vous voyez ici ce qu'on appelle un kota ou katé. C'est l'habitat le plus traditionnel, mais il y a une grande diversité de formes d'habitat. Donc là, il y avait une armature faite de troncs de bouleau, jusqu'à 3 mètres de hauteur, émondée, recourbée, rejoint au sommet, avec mis à l'horizontale une poutre à fumer qui surplombait le foyer. Un foyer constitué d'une dizaine de pierres. Et ces pierres, eh bien, c'était elles qui devaient être absolument transportées lorsqu'on déplaçait un camp vers un autre endroit, puisque c'était les pierres du foyer. On a trouvé justement, alors on couvrait cette armature de bois eh bien, de toiles grossières, de couvertures de laine. On a même des documents du XVIe siècle qui évoquent de l'écorce de bouleau amollie avec de l'eau chaude et on cousait donc ces écorces pour justement les rendre homogènes et faire une sorte de couverture. Sur le sol, au plus près du foyer, eh bien, 2 longues perches qui servaient à diviser le sol et qui permettaient d'ailleurs aussi eh bien, de réserver un espace privilégié pour le Siida ici, le Noyal, celui qui est le chef finalement un petit peu de ce groupe. Alors, si vous avez un peu prêté attention à ce que j'ai évoqué jusqu'à présent, j'ai quand même souvent évoqué ces différents aspects de la culture Sami à l'imparfait, rattachant cela finalement à un folklore Sami au temps du passé, parce que les Samis d'aujourd'hui, eh bien, ils sont quand même très très loin de vivre à l'instar de leurs ancêtres, même les ancêtres du début du XXe siècle. Il y a très très peu de Samis qui vivent de nos jours dans les quotas, ou vraiment de façon très très limitée dans le temps, puisque la plupart d'entre eux eh bien, vivent dans les maisons en dur comme les autres Norvégiens, Suédois, Finlandais ou Russes. Et si vous envoyez de ces Samis lors d'un passage en Scandinavie, en Norvège ou en Suède, eh bien, ils appartiennent à cette branche très particulière qu'on appelle bien sûr le Sami touristicus, qui est là pour illustrer auprès des touristes comment vivaient autrefois les Samis. Les contacts avec les populations du sud de la Scandinavie eh bien, ont été le fait des missionnaires. Ces derniers vont participer à un grand mouvement d'acculturation des Samis. Cette christianisation, elle a commencé dès le Xe siècle, elle a été longue, elle a été faite par à-coups, elle a été faite souvent par violence, et avec beaucoup de violence. Et les missionnaires eh bien, vont, comme d'habitude, comme partout dans le monde, vouloir extirper les croyances traditionnelles des Samis. Ils vont chasser les chamans qu'on accuse de sorcellerie, les chamans, on va utiliser ce fameux slogan, renoncer à Satan, à ses pompes et à ses œuvres. L'attitude des prêtres va nourrir comme cela des siècles de préjugés sur les Samis. Les principaux lieux de culte eh bien, Samis vont être détruits, ils vont être remplacés par des églises, on va dire d'abord catholiques, puis après ça sera des églises protestantes. On va construire bien sur les emplacements des différents sites religieux, justement des églises en bois qui vont couvrir toute la Laponie. Le paradoxe, c'est que si le christianisme ne pouvait pas accepter cette forme évidemment de paganisme,
la religion des Samis, elle, pouvait très bien s'accommoder, on va dire, d'un culte supplémentaire, d'un dieu personnifié supplémentaire, un de plus à son panthéon. Et c'est ce que montre un petit peu cette représentation d'un rudemone, donc d'un tambour traditionnel, où on voit eh bien justement des croix qui sont représentées. On voit également des églises, représentant bien sûr si vous voulez, l'introduction du christianisme. Autre violence, peut-être encore plus insidieuse, mais là aussi une violence qui s'est pratiquée un petit peu partout lorsqu'on a voulu répandre le christianisme, c'est l'introduction de l'alcool. Alors que traditionnellement, les Sabis n'étaient pas des consommateurs d'alcool, il n'y avait pas de fermentation possible, donc il n'y avait pas beaucoup d'alcool, il n'y avait pas d'alcool disponible dans cette région. Et qu'est-ce qu'ils consommaient? Alors, le seul excitant qu'on leur connaît, c'est de la sève de bouleau au printemps. Vous voyez, ce n'est pas non plus quel effet ça pouvait avoir, mais enfin, ce n'est pas non plus très, très important. Évidemment, cette introduction, elle est destructrice, l'introduction de l'alcool. Elle va marquer cette société Sami au point de devenir un des préjugés favoris des habitants du Sud. Finalement, c'est par eux que c'est arrivé. Mais ils vont traiter ces Samis pendant très longtemps d'ivrognes, de soulards. Vous voyez un petit peu cette caricature qui représente donc des Samis complètement sous. Donc ça, c'est une caricature, bien sûr, faite par le Sud, par les habitants du Sud. Alors, dès le XIXe siècle apparaît un mouvement de renouveau de la culture Sami, mené justement par un prêtre luthérien, mais un prêtre Sami, il s'appelle Lars Levi Laestadius. Il prêche, lui, l'abstinence liée donc à la consommation d'alcool. Alors, il suit un mouvement qui est un peu général dans le reste de la Norvège, qui est un mouvement piétiste qui justement essaie de condamner, et les Norvégiens sont encore marqués d'ailleurs par cette condamnation de la consommation d'alcool. Mais voilà, donc ce prêtre, lui, amène cette idée dans le nord de la Norvège, et alors lui, il est très très vite désavoué par sa hiérarchie, par l'État également, et on va le déplacer, et puis on va envoyer un autre représentant de l'Église qui n'a pas de telles idées, des nouvelles forces de police, et malheureusement, on va dire, pour l'État norvégien, le mouvement est lancé. Et les partisans de Laestadius vont continuer, à tel point qu'il y a une véritable révolte qui éclate en 1852. On appelle ça le soulèvement de Kautokeino, et à l'occasion de ce soulèvement, des partisans de Laestadius vont s'en prendre physiquement à un négociant en eau de vie et également à un prêtre qui lui aussi justement revendait de l'alcool. La répression va être terrible, on va arrêter les meneurs, on va les juger, on va les condamner et on va aller jusqu'à les décapiter puisqu'ils sont condamnés à mort et décapités. Donc en 1854, ils ont osé se lever contre l'État, contre l'autorité en place. Alors c'est le début aussi d'un vaste mouvement de norvégianisation qui va être mené au nom du darwinisme social, donc la supériorité de la société norvégienne. Les Samis vont être contraints d'oublier leur langue. L'enseignement du norvégien va se renforcer peu à peu. La construction de routes va désenclaver le nord de la Norvège. On va mettre en place des écoles nomades pour permettre la diffusion du norvégien auprès des nomades Samis. En 1930, le norvégien va devenir la langue de tous les enseignements et cette politique va se poursuivre comme cela jusqu'en 1959. Le samé va même être interdit à partir du début des années 50. Alors, les enseignants vont recevoir des consignes très strictes et d'ailleurs, s'ils ne respectent pas ces consignes, ils sont tout simplement remplacés par d'autres enseignants venant du Sud. Voilà ce qu'ils reçoivent comme consigne. Tout doit être enseigné en norvégien. Le lapon, c'est le terme qu'on emploie à ce moment-là, ne doit servir qu'à expliquer ce qui reste incompréhensible pour les enfants. Autre consigne, même si la majorité des enfants ne comprend pas le norvégien, et on sait que c'est le cas, les enfants restent prostrés au milieu des classes sans comprendre ce qu'on leur raconte, l'enseignant doit toujours faire son possible pour que le lapon ne soit pas utilisé plus que nécessaire. Je vous disais, c'est ma foi très facile de ne pas utiliser le lapon parce que les enseignants ne sont absolument pas préparés à cela. Ils viennent pour l'essentiel, je vous disais, du Sud. Ils sont souvent désemparés, ces enseignants, et se retrouvent confrontés à des enfants à qui on enseigne une langue étrangère. Des enfants à qui l'on enseigne également une histoire, une religion qui laisse de côté leur culture, leur histoire. L'histoire norvégienne évoque ces héros. Alors, ce n'est pas les Gaulois, nos ancêtres, mais évidemment, ce sont les Vikings, nos ancêtres. Et les Samis évoquaient
sont évoqués parfois en tant que peuple nomade, alors soit dépeints, et souvent dépeints sous des traits très exotiques, hein, ces nomades. La politique de norvégianisation a d'autres domaines d'application. En dehors de l'éducation, cette politique touche les médias, elle touche l'agriculture, on va même la trouver dans certains aspects de l'armée. En 1902, le Storting, le Parlement qui siège à Oslo, décide que l'achat des terres ne peut se faire que de la part de Norvégiens sachant parler, lire et écrire le norvégien. Alors, c'est là aussi pour les Norvégiens sont en train de se séparer de leurs voisins suédois. Donc, bon, c'est une façon de mettre de côté les Suédois, mais c'est aussi une façon de coloniser les terres du Finnmark. On va davantage condamner l'élevage des rennes, du renne, perçu comme une activité primitive, et au contraire, eh bien, on va faire de l'agriculture, de la cultivation de la terre, eh bien, le symbole même de la civilisation norvégienne. L'intérêt économique, politique du Finnmark au cours du XIXe siècle et au début du XXe siècle ne cesse de s'accroître. Il légitime donc cette politique d'assimilation, alors que justement, eh bien, la nation norvégienne affirme, je disais, son identité face à la tutelle suédoise. Les résultats de cette politique sont assez concrets. On va faire un sondage, un recensement comme cela, dans un petit village du Finnmark. L'un est fait au début des années 30 et puis l'autre sera fait 20 ans plus tard, en 1950. En 1930, plus de 60% de la population se déclare non norvégienne. 20 ans plus tard, 1950, eh bien, ils ont tous disparu. Ils sont tous devenus norvégiens. Alors, il en va de même au début des années 50, les traditions vestimentaires, et c'est ce que montre cette photo que vous avez à l'image à gauche. Eh bien ça, vous avez un costume traditionnel sami, qui peut être utilisé pendant le mariage, qui s'appelle le gakté. Et ce gakté, eh bien, il a disparu au début des années 50. Les samis ont fait un saut. Ils n'ont même pas d'ailleurs, on va dire, le costume traditionnel norvégien, qui ne leur correspond pas, mais ils ont opté pour la version, on va dire, occidentale du costume ou de l'habit de mariage, la robe blanche, et le costume noir pour l'homme. Alors, après la Seconde Guerre mondiale, eh bien, va se mettre en place en Norvège un État-providence qui va poursuivre de façon inconsciente la négation de la culture samé. Et c'est vrai que c'est un mécanisme qu'on pourrait presque qualifier de diabolique, parce qu'il est finalement fait de très très bonnes intentions. À l'automne 1944, les forces allemandes quittent le nord de la Norvège, qu'elles occupent depuis 1940. Elles pratiquent la politique de la terre brûlée, donc elles détruisent tout en quittant ce territoire, et rien ne reste debout après leur départ. Les habitants de la région vont trouver refuge alors vers le sud, ils vont trouver refuge dans les montagnes, dans les grottes, ils vont aller vers Harstad. Les destructions sont très importantes, les privent de tout. C'est un véritable désastre pour la Norvège. C'est aussi un tournant pour les Samis, parce qu'à la fin de la guerre, eh bien, ils vont prendre conscience de leur situation d'assister. Ils sont complètement dépendants du sud de la Norvège. Il faut reconstruire les villes, les villages. Les Samis vont faire comme les autres habitants de la région. Ils vont bénéficier de l'aide d'un organisme qui s'appelle l'Office du Finnmark, qui est créé par le gouvernement d'Oslo. Cet office est chargé de reconstruire ce territoire. Il fait appel, l'office, à des architectes du sud de la Norvège. Ces architectes reproduire le modèle d'habitat de la Norvège du Sud, donc des standards tout à fait nouveaux au Finnmark, des standards qui vont, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas le négliger, apporter un confort très appréciable. L'objectif de la reconstruction, il est assez simple. C'est donner à tous les Norvégiens, quels qu'ils soient, tous les Norvégiens, le même confort, le même habitat, avec les mêmes avantages techniques. Paradoxe, c'est que le modèle d'habitat, c'est celui d'une petite maison avec une grange faite pour accueillir 2 ou 3 vaches, ce qui correspond pas du tout à la réalité du Finnmark. Il n'y a quasiment pas de vaches, quelques troupeaux, mais vraiment très peu. Et ça fait partie des drôleries de la bureaucratie de l'État-providence, mettre en place finalement un modèle qui ne correspond pas à la culture des Samis. Les Samis comprennent très vite que dans cette société, la connaissance, la maîtrise du norvégien va déterminer leur niveau de vie. Tout simplement, il faut savoir parler le norvégien, l'écrire,
pour déposer des projets, soumettre des budgets et obtenir d'Oslo ou de l'Office des crédits, des subventions. L'égalité dans tous les domaines, c'est le credo de l'État-providence d'Oslo et du parti travailliste, hein, le parti, la gauche, hein, de la politique norvégienne. Tout ça pousse le gouvernement à lancer un grand plan de développement du nord de la Norvège, qui est basé évidemment sur l'industrialisation. C'est la période dite des 4 K, parce que ça commence, les 4 lettres, 4 mots vont commencer par un K en norvégien. Ça commence à partir de 1952. Le premier, c'est le savoir, qui touche tous les domaines de la technologie, à l'organisation économique. On va par exemple donner des filets en nylon pour la pêche. On va mettre à la disposition des pêcheurs des radars. On va essayer de les pousser à s'organiser en coopérative de pêcheurs. Le deuxième cas, c'est le capital. Et là, on va permettre la création de d'usines de transformation de poissons. Hein. Par exemple, va être installée une usine Findus dans le nord de la Norvège. Le troisième cas, c'est la puissance, et grâce notamment au développement de l'hydroélectricité. Donc, on va installer des barrages. Et le quatrième cas, c'est la communication, avec des réseaux routiers, des lignes de bus, des lignes de bateaux, hein, qui vont assurer comme ça la communication avec le reste de la Norvège. Cette modernisation du Grand Nord, eh bien, apporte un confort qui est très appréciable. On va électrifier les foyers, on va introduire le confort moderne, les cuisinières, les machines à laver. On peut parler d'une véritable réussite parce que ça aboutit aussi à l'unification culturelle. Tous les Norvégiens, eh bien, ont la chance de pouvoir assister à des pièces de théâtre, à des concerts, à des expositions, alors soit par on va dire des systèmes itinérants, mais aussi grâce à la radio, hein, qui va devenir on va dire un média dominant et qui va jouer un grand rôle. Alors, évidemment, l'État-providence se sert aussi de l'école pour diffuser son modèle, l'éducation, la santé étant deux des préoccupations principales de cet État-providence. Les pensionnats scolaires fonctionnent dans ce sens-là. L'enfant est directement exposé, l'enfant Sami va être exposé à l'idéal norvégien. Ça commence avec le régime alimentaire, la santé, le comportement. Vous avez ici une photo comme cela de ces enfants dans un pensionnat en 1950 à Karachok. Vous voyez, tous les enfants ont un costume Sami, mais les jeunes femmes qui sont en train de les servir, elles sont, on va dire, des Norvégiennes du Sud. Seulement, la machine va commencer un petit peu à s'enrayer dans les années 50. Lorsque, bien, justement, ces enfants qui ont grandi au fil des précédentes décennies arrivent à l'âge adulte, certains sont enseignants, ils vont pouvoir commencer à enseigner, et puis ils se demandent s'ils aimeraient, eh bien, ils se rappellent de leur langue maternelle et ils aimeraient enseigner cette langue. Une commission va être chargée par le gouvernement de se pencher sur la question, et un texte va sortir de cette commission. Ce texte ne va pas être rangé dans les placards, et à partir de 1956, eh bien, ce texte va devenir véritablement le point de départ d'un droit de l'homme, qui est celui de donner, de reconnaître la possibilité d'enseigner, de recevoir un enseignement également dans sa langue maternelle. Et c'est quelque chose qui va être très important. Cette position va provoquer un véritable séisme dans le monde politique norvégien, en particulier dans le parti travailliste, puisque c'est d'une façon remettre en cause la politique d'égalité. Et pour certains travaillistes, ça va être même l'idée de substituer cette égalité, cette politique d'égalité, à une politique quasiment, certains vont qualifier, même utiliser le mot, d'apartheid. Et certains Samis, membres du parti travailliste, n'acceptent pas davantage cette idée, l'idée d'un enseignement dans leur langue maternelle. Pour eux, bien, ils vont nier davantage le problème. Ils ne parlent de Sami, on ne parle pas de Sami, on va parler davantage des Norvégiens du Nord qui parlent le Sami. C'est vrai que dans les années 50, être un Sami, bien, c'est pas très facile. Ça n'a pas été du tout valorisé. La prospérité économique, le développement des infrastructures, tout cela a nourri un fort exode rural. La culture Sami n'avait pas de moyens d'expression. Sans considération de la part du reste de la société norvégienne, de nombreux Samis vont eux-mêmes condamner leur culture. Et souvent, d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que la culture Sami à cette époque-là? Eh bien, c'est, par exemple, sur ce document touristique, c'est une
couleurs supplémentaires. Vous voyez, jolis costumes, ces enfants qui font une ronde. Et on voit tous les costumes norvégiens. Et puis, tout à fait au nord, eh bien, ces enfants habillés en costume sami. Mais c'est juste voilà, comme une sorte de couleur supplémentaire donnée donc, à cette diversité. Et on parle à ce moment-là de sorte de masochisme ethnique. Voilà, les Samis eux-mêmes refusant, eh bien, ignorant leur propre culture. Alors cet état n'est quand même pas vécu par l'ensemble des Samis. Certains vont au contraire essayer de se faire entendre, de se faire reconnaître et de se donner les moyens de l'expression de cette culture Sami. Alors ça sera en particulier vrai à partir des années 50, eh bien, certains vont essayer de publier. Alors, par exemple, un ouvrage scolaire, le premier ouvrage scolaire publié dans les années 50, vous voyez ici donc à l'image, premier ouvrage scolaire. Et puis, 20 ans plus tard, un livre pour enfants qui va être aussi publié. Donc, voilà, on commence à se donner des outils pour parler de la culture Sami. Politiquement, les Samis vont commencer aussi à s'organiser. À partir des années 50, 60, 70, des partis apparaissent. Alors, c'est souvent le fait d'étudiants, de cercles d'étudiants à Oslo, une organisation qui n'est pas forcément d'ailleurs exclusivement ethnique. On accepte tous les Norvégiens qui veulent parler de la culture Sami, donc ce n'est pas exclusif aux Samis. Et à partir de 68, là, on voit le mouvement qui est quand même en train de se radicaliser. On va voir apparaître un néologisme, enfin, en tout cas un acronyme, NSR, ce mouvement qui, lui, réclame plus l'égalité, plus que l'égalité d'expression, il réclame la reconnaissance de l'identité des Samis en tant que communauté, avec sa langue, avec son histoire. Cette organisation va essayer de s'appuyer également sur un organisme international créé en 1956. Cet organisme s'appelle le Nordic Sami Council. C'est donc un organisme transfrontalier qui va au-delà des frontières de la Norvège, rassemblant, essayant d'agréger les revendications des Samis également, donc pas seulement en Norvège, mais également en Suède et en Finlande. Bon, évidemment, la Russie, l'URSS n'est absolument pas concernée à ce moment-là. Que veut ce conseil donc, du nordique des Samis? Eh bien, ce conseil, il veut essayer de braquer l'opinion publique, essayer d'attirer l'opinion publique vers l'activité de ce conseil. Et c'est vrai qu'on va avoir un autre recours, ça va être la tendance qui va se confirmer en 1975 lorsque les Samis vont participer à la création du Conseil mondial des peuples indigènes, qui va permettre donc aux Samis de se réclamer en tant que peuple indigène de Norvège, une affirmation qui ne peut que forcer le gouvernement norvégien à écouter les Samis. D'autant qu'au fil du temps, il y a également sur, je vous disais, la radio, ce média qui est très important dans les années 50, dans les années 60, à partir de la fin des années 50, on voit dans la radio, justement, une voix, la voix Sami qui apparaît. Et vous avez à l'image celle qu'on considère être la mère de la radio Sami, qui, entre 1959 et 1987, va permettre justement cette langue Sami de s'exprimer. Alors au début, c'est quelques minutes, et puis au fil du temps, il y a de véritables programmes qui vont être mis en place jusqu'à une radio qui émet en permanence en langue sami à partir de la fin des années 80. Alors pendant les années 70, la NSR va s'opposer à plusieurs projets qui affectent l'environnement des Samis, en particulier des projets liés à la production d'hydroélectricité. Mais c'est vrai que cette NSR, elle n'est pas représentée, elle n'est pas représentative, elle n'a pas été élue, c'est juste un groupement de quelques individus, elle n'a pas de droit établi, ce qui veut dire aussi qu'elle est souvent impuissante et qu'elle a tendance à se laisser aller à certains dérapages. On se laisse à parler d'idées de séparatisme, donc là, ça commence à poser un petit peu des problèmes. Dans le même temps, certains trouvent que justement ces Samis de la NSR sont des activistes. On n'est pas loin de la frontière de l'URSS, on a une frontière avec la Norvège, avec l'URSS, donc on va souvent qualifier ces membres de la NSR de communistes, on n'hésite pas à les appeler communistes. On dit qu'ils en font trop, qu'ils ont des demandes qui ne sont pas démocratiques, et on dit même qu'ils se laissent à insulter le roi, la famille royale, ce qui est là vraiment quelque chose qu'on ne fait pas en Norvège. Des Samis plus modérés vont créer un autre parti, qu'on appellera la SLF, et ça veut dire l'Union des Samis de Norvège. Et c'est vrai qu'eux vont avoir des revendications un peu plus modérées. Ils vont surtout se cantonner au domaine culturel, essayer d'avoir des revendications respectant plus la Constitution, le roi, le Parlement et le gouvernement.
Alors, aux côtés du mouvement de revendication dans le domaine politique, dans les années 70, eh bien, on a également des activités culturelles qui vont se renforcer. On va avoir le renouveau artistique qui va se traduire à travers différentes facettes. En particulier, le port du costume traditionnel, le gaki, redevient à la mode, va être réutilisé. Vous voyez ce très beau costume, très coloré, fait d'une blouse de laine avec des passements de couleur rouge, jaune sur les épaules, dans le dos, avec un col très très haut, assez rigide, une ceinture aussi, vous voyez, assez large, assez importante. Et puis alors des couvre-chefs, alors très très variés. Il y a jusqu'au bonnet des 4 vents. Bon, on ne va pas les hommes porter le bonnet de 4 vents, mais avec 4 pointes, dont on n'est pas bien sûr de l'origine d'ailleurs, parce qu'on pense que c'est peut-être une influence russe, des marins russes au début du XXe siècle. Mais ce renouveau culturel, eh bien, il prend différents aspects à travers la musique, hein, le choi, qui est remis au goût du jour. À ce moment-là, on fait un mélange mélange de musique traditionnelle, un peu plus moderne. On aura également l'artisanat qui va être la musique choi traditionnelle. Hey langolo, langolo, lo, lo, langolo, se, lo, langolo, yo, lo, lang. Hey langolo, langolo, lo, lo, langolo, le, lo, langolo, yo, lo, lang. Hey langolo, langolo, lo. Un petit peu parce que ça peut durer, c'est une mélopée, donc ça peut durer 15 à 20 minutes. Je disais donc la musique traditionnelle. Également, quelque chose qui va être remis au goût du jour, eh bien, c'est l'artisanat. Alors, on appelle le ryoji, l'artisanat, qui est perçu à la fois comme un mode d'expression de cette culture, mais également comme une source de revenus, hein, qui n'est pas négligeable. Et puis un slogan qui va essayer d'unir ces samis. Ce slogan, c'est CSV, les 3 premières lettres de leur alphabet. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire en fait, montre que tu es un Sami. La presse norvégienne, qui n'est pas toujours très objective à ce moment-là, y voit un appel plus radical. Et comme on est dans les années 70, eh bien, ils font un parallèle avec ce qu'on appelle le Lap Power, avec le Black Power américain, mais on n'est pas du tout à ce degré, on va dire, de revendication ou même de violence parfois. Il y a cependant un mouvement de radicalisation de la part des Samis, sur un problème qui n'était au départ qu'un problème d'environnement et qui peu à peu va se muer vers la préservation de leurs intérêts culturels. En effet, la Compagnie nationale d'électricité, dans les années 70, qui veut construire eh bien, des barrages, envisage de construire un petit barrage sur une vallée qui s'appelle la vallée de l'Alta. Et évidemment, quand on dit barrage, il y a donc un lac de retenue qui va être installé et qui va noyer une petite vallée. Petit problème, c'est que cette vallée est une zone de transition, de transhumance des troupeaux d'éleveurs de rennes, donc des Samis, des éleveurs Samis. Et bon, pour Oslo, au début, on considère que c'est gênant. Voilà, quelques vingtaines d'éleveurs vont être gênés par cette modification de cette zone de transhumance. Mais pour les Samis, c'est plus que ça. C'est plus que voilà, gêner une vingtaine d'éleveurs. Pour les Samis, c'est un accroc à leur autonomie culturelle, c'est un manque de respect justement pour leur zone de transhumance traditionnelle. Des manifestations vont être organisées, les Samis vont se mobiliser, on va avoir des manifestations devant le Storting en 1979, des grèves de la faim vont être mises en place, vont là aussi s'installer, et les Samis eh bien, vont parvenir à mobiliser l'opinion internationale pour mettre en évidence que si, on va dire, l'égalité tend à s'imposer entre les Samis et les autres Norvégiens, la loi, ce qui gère, ce qui organise la vie au quotidien, eh bien cette loi, elle est faite par les seuls Norvégiens du Sud, sans prendre en compte l'existence des deux peuples dans les frontières de la Norvège. Alors le projet de l'Alta va être suspendu par la justice norvégienne pendant quelques temps, quelques mois, et puis les travaux vont reprendre avec une nouvelle décision de justice et le barrage sera finalement construit. Voilà, j'avais oublié de montrer cette autre image où on voit donc des Samis évidemment très, très en colère. Alors, il y a quand même une prise en compte de la culture Sami qui se fait pas toujours sans réticence, notamment dans les municipalités
où eh bien, il y a la double culture, où les Norvégiens, où les Samis ne sont pas forcément majoritaires. Voilà, la norvégianisation a fait disparaître parfois la double culture. Donc, on essaye, à partir des années 60, d'éditer des cartes où on fait réapparaître les anciennes appellations, donc un système de double appellation, avec justement la présence donc, de cette culture sami. Et puis, il existe parfois des incompréhensions de la part des autres Norvégiens, les Norvégiens non samis, dans certaines communes, où cette langue sami qui peut être enseignée, qui doit même être enseignée, parfois est envisagée avec crainte parce qu'on a peur d'une samisation des enfants à travers l'éducation. Bon, c'est une crainte qui est quand même loin d'être tout à fait réelle parce que une écrasante majorité de la culture norvégienne, elle est tellement dominante que il n'y a pas de risque de samisation, mais voilà, il faut essayer de vivre ensemble. Et alors, cette vie en commun, eh bien, elle va être rendue possible, elle va s'inscrire dans le texte le plus important, c'est la Constitution norvégienne. On va institutionnaliser cette reconnaissance culturelle des Samis dans la Constitution norvégienne. C'est fait en 1988. La Constitution norvégienne va comme cela reconnaître pour l'État norvégien, eh bien, une responsabilité supplémentaire, c'est celle de créer les conditions qui permettent aux Samis de préserver, de développer leur langue, leur culture et leur mode de vie. En 1989, le roi Olaf V va inaugurer ce que vous avez à l'image, qui est le Sameting, le Parlement, chargé d'administrer les intérêts des Samis en Norvège, en accord avec la politique Sami décidée à Oslo. Pour élire ce Parlement, il a fallu élire donc les députés, il y en a 39, et pour élire ces 39 députés, eh bien, il a fallu créer un corps électoral. C'est alors que s'est posé le problème du recensement. Pour créer ce corps électoral, il faut savoir qui peut voter, donc il faut créer un corps électoral, qui peut faire partie de ce corps électoral. Donc le recensement va être mis en place et il va falloir déterminer qui peut se dire qui est membre du peuple sami, quels sont les critères d'appartenance au peuple sami. Alors, voilà, le point de critère, le critère principal qui a été mis en place, eh bien, c'est la langue. Si vous êtes un locuteur sami, vous pouvez faire partie de ce corps électoral. Mais il n'y a pas beaucoup de locuteurs sami, donc direct. Donc, si vous avez parlé la langue, si vous parlez la langue, si un parent parlait la langue, si un de vos grands-parents parlait la langue, voire si un de vos arrière-grands-parents parlait la langue, eh bien, vous pouvez faire partie, vous êtes considéré comme membre de ce corps électoral. Voilà pourquoi il y a cette grande fluctuation entre 30 à 60 000 membres de cette communauté, puisque voilà, tout dépend comment vous vous qualifiez. Si vous reconnaissez, si vous faites reconnaître que vous avez un arrière-grand-parent qui parlait la langue, eh bien, vous pouvez être Sami. Alors, le Sameting se réunit 3 fois par an avec des sessions plénières. L'ensemble des députés, les 39, doivent être présents et c'est le roi qui ouvre à chaque fois les séances. Alors, si la reconnaissance culturelle et politique a abouti, la situation économique n'est pas évidente. Les Samis considèrent en effet que la culture et les activités économiques sont quand même intrinsèquement liées, compte tenu de l'économie qui est basée sur l'exploitation des ressources du Grand Nord. Alors, ils sont reconnus, c'est vrai également en Suède par exemple, ils sont reconnus comme les seuls éleveurs, les éleveurs exclusifs des grands troupeaux de rennes. Il n'y a qu'eux qui ont le droit d'exploiter ces grands troupeaux de rennes. Bon, ça correspond à 1% de la production de viande en Norvège. Mais voilà, ils sont les éleveurs exclusifs de ces troupeaux de rennes et c'est à peu près 10% des Samis qui ont cette activité principale de nos jours. L'État a voulu rationaliser l'élevage et donc a essayé de lancer une politique, notamment dans les années 80, d'accroissement de la taille de ces troupeaux. On a dû réduire la taille de ces troupeaux à un moment donné, notamment à la suite de l'arrivée du nuage radioactif de Tchernobyl. Bon, vous savez, les frontières norvégiennes ne sont pas aussi étanches que les nôtres. Le nuage est arrivé en Norvège. Et voilà, les rennes ayant l'habitude, étant particulièrement de gros consommateurs de lichen, on sait que le lichen étant un accumulateur de radioactivité, donc il a fallu abattre une partie de ce cheptel. Il a été reconstitué ce cheptel. C'est un cheptel semi-nomade qui profite d'un environnement qui n'est pas entièrement protégé.
Ce territoire, il faut bien dire, ce territoire en partie du Finnmark, il appartient à 97% à l'État norvégien. Et cet État norvégien est de plus en plus tenté d'en exploiter les ressources minières. Et là, il y a un paradoxe, c'est que cette région de l'Arctique est l'une des régions qui est le plus en avant-poste du changement climatique, avec par exemple les rennes, je vous montre ces rennes à l'image, qui souffrent de plus en plus d'un hiver qui manque de neige. Au couvert neigeux assez abondant, auquel ils étaient tout à fait adaptés, eh bien, ce couvert neigeux est souvent remplacé par une surface gelée cette surface leur empêche, cette glace leur empêche d'atteindre leur nourriture. Et c'est vers cette région, c'est là le paradoxe, c'est une région qui souffre le plus du changement climatique, et c'est pourtant vers cette région que l'État norvégien va se tourner pour exploiter par exemple ces mines de cuivre, qui peuvent être qui sont considérées comme nécessaires pour la transition énergétique. On a de plus en plus besoin de cuivre, en particulier pour les batteries électriques. Et c'est là également qu'on va installer des éoliennes terrestres, mines de cuivre et éoliennes terrestres, champs d'éoliennes terrestres qui sont installés sans consulter forcément les Samis, sans écouter leur opposition. Notamment, on considère qu'il y a des pollutions qui vont être provoquées par une pollution maritime qui peuvent être provoquées par les mines de cuivre, et également ces champs d'éoliennes qui sont construits en dépit du respect des zones de transhumance. Apparemment, les rennes n'envisagent pas sereinement la coexistence avec les éoliennes, ça les effraie, ils n'aiment pas passer à proximité de ces éoliennes. Quant à la pêche, eh bien, la baisse des prélèvements de morue, dans les années 80 en particulier, a obligé la mise en place de quotas. Et ça, c'est un vrai problème pour les Samis, parce que leur économie fonctionne sur la complémentarité. Ils ne sont jamais et uniquement des pêcheurs. Et en tant que tels, eh bien, ils ont du mal à obtenir des quotas pour justement cette pêche. Leur tradition de pêche les amène aussi à prélever des espèces protégées par les conventions internationales. Bon, de ce côté-là, ils ne se distinguent pas vraiment de leurs autres concitoyens norvégiens, qui eux aussi chassent les baleines. Alors les Samis sont donc aujourd'hui capables de faire entendre leur voix jusqu'à Oslo, au-delà. Ils ont su s'en servir. Ils bénéficient toujours d'une cote favorable dans la presse, dans l'opinion publique internationale, en tant que représentants d'une culture minoritaire. Certains disent déjà en disparition. Et c'est vrai qu'il est parfois difficile d'imaginer qu'en dehors d'un folklore, d'activités touristiques, la culture sami puisse se pérenniser dans un système économique de plus en plus ouvert, où leur environnement n'est pas à l'abri ni des changements climatiques, ni de l'exploitation de ces ressources par les propriétaires du territoire des Samis. Et enfin, la société Sami a évolué. Comme leurs concitoyens norvégiens très américanisés, ils consomment beaucoup de Coca-Cola, une boisson qui a d'ores et déjà remplacé la sève montante du bouleau, qui était autrefois l'élixir recherché des Samis amoureux. Merci pour votre attention. Alors, juste en bibliographie, alors que se termine cette conférence, en bibliographie, vous avez à l'image les ouvrages les plus récents qui évoquent à la fois la mythologie, c'est toujours très intéressant la mythologie, qui vous essaye d'expliquer un petit peu ce qu'est cette minorité en Scandinavie, les légendes aussi très amusantes, très intéressantes. Et puis, j'oublie pas aussi une façon d'aborder justement cette culture à travers la littérature. Et vous connaissez sans doute tous ce journaliste qui vit à Stockholm, mais qui parle des Samis, Olivier Truc, qui a écrit donc cette trilogie policière autour donc de cette culture des Samis. Voilà, je vous remercie de votre attention, et puis dans un petit instant, je vais vous passer à nouveau la parole.